Chers auditeurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une Roumaine qui vit en France depuis plusieurs années. Miruna Toma Popescu va nous parler de son expérience à Paris, notamment dans le domaine humanitaire et social, et de ce qu'elle fait maintenant qui n'a rien à voir. Miruna est psychologue de formation, mais elle n'a jamais exercé, ou très peu, je crois, et elle a surtout travaillé dans les médias à Bucarest avant de partir pour la France. Miruna Toma Popescu, bonsoir. Bonsoir. Alors, je ne me suis pas trompé, je crois que vous n'avez jamais exercé la psychologie, ou quand même un petit peu? Non, pas du tout en fait. Non, en D'accord. fait, ce qui s'est passé, que j'ai commencé un petit peu à travailler dans les médias déjà pendant mes études. Au début comme un job étudiant, Mhm. puis petit à petit, je me suis fait une petite place là-dedans à Bucarest, et bon, bah, je suis jamais retourné vers la psychologie. D'accord. Alors, comment s'est passée cette arrivée en France? On en discutait en préparant cette émission. Vous me disiez que eh bien, ça a été à la fois une expérience intéressante, mais pas très simple non plus. Oui, et il faut savoir donc que on est un couple franco-roumain. Donc, mon époux, il est français et nous avons aujourd'hui 3 enfants. À l'époque, il n'y avait que 2 d'arrivée. Donc, en grande partie pour eux, on a décidé de changer de pays. On avait eu quelques expériences pas très sympathiques vis-à-vis de la manière d'élever un enfant en Roumanie. Mhm. Donc voilà, puis on avait d'autres rêves, on a décidé de partir en France, sauf que moi je connaissais pas grand chose de la France Ça, et c'était surtout quand? C'était en quelle année? c'était fin 2011. Et vous n'aviez jamais, vous, personnellement, vécu en France avant Si ça? on avait déjà tenté l'expérience un peu avant, que même pas 2 ans je pense, mais là par contre c'était pas du tout en région parisienne, c'était quelque part perdu dans la campagne normande. D'accord. Le cadre n'était pas du tout le même. Donc D'accord. voilà, là, on était un petit peu dans le tourbillon enfin, ce qu'on Parisien. appelle un peu la vraie vie en France, quoi. Mhm. Et oui, donc on arrivait avec 2 jeunes enfants et moi, je ne pouvais pas commencer à travailler tout de suite parce qu'à l'époque, les Roumains avaient encore besoin d'un permis pour pouvoir travailler et je ne connaissais personne en Île-de-France, personne. Enfin, si, non, je mens un peu. J'avais rencontré 2 filles, 2 Roumaines. Une, je l'avais croisée rapidement quelques années auparavant, et une autre qui m'avait été présentée avant notre arrivée. Mais c'était les seules personnes à qui je pouvais m'accrocher. Donc, je m'étais mis en tête, enfin, avec un peu de, j'étais un peu désespéré de surtout ne pas rester toute seule, surtout ne pas m'isoler. Donc, je suis allé à la rencontre de ces 2 personnes qui m'ont présenté à leur tour d'autres gens, des Français Et elle, qu'est-ce notamment. qu'elle faisait à Paris? Euh, elles vivaient, pareil, c'était des filles qui vivaient en couple avec des Français, elles avaient leur famille. Il y avait une qui travaillait, elle était graphiste à l'époque, et l'autre qui travaillait pour Médecins du Monde en tant Et que donc, c'est à travers elle coordinatrice que d'une vous êtes rentré mission. pardon, Oui, dans l'humanitaire, c'est oui, ça? Mhm. c'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, je suis allée, je me suis dit que faire des bénévolats, ça va me faire sortir un peu et rencontrer des gens, puis je pourrais faire quelque chose de bien par la même occasion, bien sûr. Donc voilà, j'ai commencé à faire du bénévolat, pas tout de suite avec Médecins du Monde, mais aussi par la suite. Et effectivement, j'ai rencontré plein de gens et j'ai appris plein de choses. J'ai appris à me débrouiller pas mal à Paris et en région parisienne. Et petit à petit, ben, j'ai trouvé d'abord un emploi chez Médecins du Monde sur une mission qui ressemblait beaucoup à ce que je faisais en tant que bénévole.
Je faisais de l'interprétariat auprès d'équipes médicales. Puis petit à petit, comme j'avais compris un peu comment ça fonctionnait en France, par exemple pour faire un dossier administratif, ou aller voir un médecin. Donc j'ai eu une mission d'accompagnement des gens. C'était des gens qui vivaient dans des conditions extrêmement précaires, dans des bidonvilles autour de Paris. Et donc, principalement des Roumains, des Moldaves? Oui, beaucoup. Oui, 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 oui. Bah, c'est là que mes connaissances en roumain ont aidé, bien sûr. Et en plus, j'étais passé par là. Des dossiers administratifs, j'ai été obligé d'en faire pour moi-même. Donc, bon, pourquoi pas partager l'expérience avec d'autres et les aider à réussir, à s'en sortir un peu. Je suppose que vous gardez, ça a été une expérience marquante. Qu'est-ce que vous en gardez? Oui, déjà, ça a duré pas mal de temps. Ça a duré 6 ans en tout. Parce que j'ai Pour Médecins commencé du Monde? petit, pardon? Pour Médecins du Monde pendant 6 ans, ou vous avez changé Non, de poste? pas seulement. J'ai changé. J'ai un petit peu progressé au sein de Médecins du Monde. Je me suis formé tout le temps, pas seulement sur le terrain, mais aussi formation continue sur les démarches à faire. Donc, je suis devenu, j'ai été reconnu en tant que travailleur social à la fin. Et le spécifique des missions de Médecins du Monde, c'était qu'on donnait un petit coup de pouce aux gens. Et après, une fois qu'ils étaient sur, on va dire entre guillemets, une bonne voie, on ne les voyait plus vraiment. Et j'avais besoin de voir ça, de voir ce qui leur arrivait après. Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils réussissent? Donc, j'ai changé pour une autre association qui, eux, cette fois, avait une mission d'intégration. Voilà, d'accompagnement vers l'emploi, vers le logement. Donc, je pouvais un petit peu poursuivre l'histoire de ces personnes. D'accord. Et alors, il y a eu un changement qui a eu lieu, je ne sais pas quand exactement, mais pour le coup, vous avez quitté ce secteur pour un autre et qui n'a rien à voir. Rien du tout, non. Alors, donc, c'était en 2019. Je sentais, c'était bien ce que je faisais. J'ai beaucoup aimé. J'ai rencontré énormément de gens très engagés et puis des personnes sur le terrain avec des histoires absolument incroyables. Mais je vous coupe. Oui. Est-ce que votre formation de psychologue, je suppose que là, ça vous a aidé, vous avez pu l'utiliser ou pas vraiment? Plus ou moins. On va dire que c'est les qualités plus transverses que cela donne, notamment savoir, s'approcher avec les gens, créer une relation de confiance. Mais ça fait partie aussi de qualités humaines plus que de qualités théoriques, des apprentissages qu'on peut avoir dans une école. Mais oui, je suis persuadé que ça m'a un petit peu aidé. D'accord. Et donc, aujourd'hui? Oui, donc aujourd'hui, je suis en train de me reconvertir dans l'informatique. Voilà, dans la programmation informatique, rien à voir. J'avais envie d'un changement radical, parce que c'est bien l'humanitaire, mais c'est extrêmement fatigant. Donc, psychologiquement, si on ne veut pas finir un peu désabusé, comment dire, oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut, c'est quelque chose pour rester un peu militant et engagé, il faut le faire il y a un certain temps. Mais quand la fatigue se présente, vaut mieux s'arrêter, changer. Donc moi, j'ai fait un choix assez radical vers l'informatique. Je l'ai découvert un peu par hasard, enfin plus ou moins. Mais en France, en tout cas, je l'ai découvert par hasard suite à une proposition de présentation d'une école qui avait une pédagogie un peu particulière. C'était une pédagogie sans professeur, quelque chose qui allait entre les pairs, un apprentissage par ses propres forces, en s'entraidant avec les collègues et
en mettant beaucoup de soi dans cet apprentissage. Donc, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai tenté une entrée chez eux, mais malheureusement, je n'ai pas été prise. Mais ça m'avait rassuré dans mes choix. Donc, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie d'essayer. Et du coup, j'ai cherché une autre école par la suite. J'ai commencé fin 2019, une petite formation intensive de quelques mois qui s'est enchaînée avec un contrat en alternance. On a cette chance en France d'avoir ces types de contrats où on est à la fois étudiant et dans le monde du travail. Et puis voilà, j'en suis là. Je travaille aujourd'hui, donc j'ai pas encore fini ma période ni de travail ni de formation. Ça va être dans quelques mois, donc bientôt, 3 mois. En fait, quand vous dites que voilà, c'était un changement radical, un petit peu par accident, ça, si je me rappelle de ce que vous m'avez dit en préparant cette émission, c'est pas tout à fait ça. Vous avez quand même quelques gènes dans le domaine informatique. Racontez-nous. Oui, est-ce qu'on peut parler de gènes? Oui, effectivement, mes parents sont tous les deux programmateurs informaticiens. Mais bon, j'aurais jamais envisagé faire ce métier. C'était peut-être par entêtement d'adolescent. Vraiment, vous avez, pendant votre parcours, vous avez jamais, parce qu'être programmateur informatique, il faut quand même, je suppose, avoir certaines, on va dire, capacités voilà, mathématiques, et je suppose que vous saviez que vous aviez ça en vous. Moi, je dirais plus, oui, certes, mathématiques un peu, mais dans le sens plus d'une certaine logique et de rigueur de pensée dans son travail même. Mais oui, à un côté, j'aime bien les petites voitures, quoi. J'ai par contre toujours aimé les machines, les mécanismes, faire et défaire. Pour voir comment ça s'est fait à l'intérieur, ça oui, on peut dire que j'avais un peu déjà la gêne du tech. D'accord, d'accord. Et aujourd'hui, maintenant que vous êtes en plein dans cette expérience, est-ce que vous diriez que vous avez aujourd'hui enfin trouvé votre voie et que ça va être ça et que vous avez envie de vous perfectionner et voilà, et que vous voulez devenir comme vos parents, programmatrice informaticienne? Bah, en tout cas, jusque-là, tout me plaît. Donc je me sens bien, c'est quelque chose de très stimulant. Déjà, le fait de reprendre des études à mon âge, je dirais, c'est très stimulant et c'est très enrichissant. Et oui, le code informatique, c'est quelque chose dans lequel dans quoi je veux me perfectionner et enfin avancer. Je me sens bien là où je travaille, je fais pas mal de choses. Je me rappelle pas m'être Qu'est-ce qui vous ennuyé plaît depuis une année. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît exactement dans le code informatique? Attention, vous parlez à un novice et je suppose que beaucoup de certains de nos auditeurs n'auront pas de notion dans ce domaine-là, mais qu'est-ce qui vous plaît dans ce domaine? Je pense que c'est un peu comme c'est un grand sudoku en fait. Voilà, pour ceux qui aiment ce type de jeu, c'est un géant casse-tête. Chaque programme informatique qu'on doit faire, bon, au-delà de, oui, on doit apprendre à maîtriser un langage, mais c'est surtout un énorme jeu de logique. Donc, qu'est-ce que je devrais faire et dans quel ordre et quelles sont les étapes l'une après l'autre pour faire comprendre à cette machine qui finalement ne comprend que allumer, éteint, ce que je veux lui dire, ce que je veux lui faire faire. Donc, ouais, non, c'est intéressant et c'est réjouissant, surtout quand on a des bons résultats, évidemment. C'est un jeu, c'est vraiment comme un jeu. Et quel est dans quel secteur vous aimeriez appliquer ces connaissances
ce qui vous, parfois, pourquoi pas, vous révolte ou vous rend enthousiaste dans le monde qui vous entoure, et vous vous dites mais que peut-être que ces connaissances, elles serviraient à améliorer quoi? Bah, bien évidemment, je relierai ça avec mon expérience dans l'humanitaire. Il y a beaucoup de startups maintenant, c'est la mode des startups, n'est-ce pas? Ça pousse un peu partout, en France comme ailleurs d'ailleurs. Et oui, pourquoi pas une startup, mais qui viserait un peu ce domaine de l'humanitaire. Il y a besoin d'informatique, pas seulement de programmes informatiques, même si ça existe et ça facilite, ça peut faciliter grandement le travail des travailleurs sociaux et autres acteurs. Mais moi, je pense que j'imaginerais peut-être aussi un volet apprentissage, faire de la formation au numérique. De plus en plus, là, je vois autour de moi toutes les démarches, tout se fait dans le numérique. Les gens, ils sont souvent un peu perdus dans cette marée de identifiants et mots de passe très bizarres qui doivent respecter des cases, et même pour faire une simple demande de carte d'identité, ils ont besoin de passer par là. Donc oui, il existe une barrière numérique et j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose là-dedans à un moment donné. Donc, toujours l'esprit entrepreneuse, hein. Je vois que vous aimeriez, plus que travailler au sein d'une structure, eh bien monter votre propre entreprise. Ben, pourquoi pas? Surtout que j'ai rencontré des gens extraordinaires depuis que je suis ici, et avec des compétences dans plein de domaines. Donc oui, je pense que si on mettait tous nos capacités dans le jeu, il pourrait y avoir quelque chose de très intéressant. Très bien. Alors, revenons maintenant un petit peu à votre vie plus personnelle, disons. Racontez-nous votre vie quotidienne à Paris. Vous n'êtes pas exactement à Paris, je crois. Vous êtes en Seine-Saint-Denis, c'est ça? Oui, c'est ça. Plus précisément, je suis à Saint-Denis même. D'accord. Voilà, qui est une ville réputée, une des villes les plus violentes en Île-de-France, peut-être même dans toute la France. Ou En alors, tout cas, moi, c'est le cas? c'est l'image que j'avais avant d'arriver ici. Voilà, surtout véhiculée par les médias. C'était cette image de voitures brûlées, de gens qui tirent des coups de pistolet. Enfin, voilà. Et en fait, la réalité, elle est comment? Eh ben, la réalité, c'est que il y a peut-être de la violence. De toute façon, dans les endroits que j'ai vus ou j'ai vécu, quand il y a de la pauvreté, il y a souvent des petites explosions de violence. Donc Saint-Denis, c'est le cas, c'est une ville assez pauvre et surpeuplée. Mais il y a aussi des gens absolument incroyables que j'ai rencontrés ici. Déjà, il y a des gens qui viennent de partout, des quatre coins du monde, donc chacun avec sa culture, sa richesse, et des gens très impliqués et qui font des choses. Il y a énormément de choses qui se passent à Saint-Denis. Il y a, je ne sais pas, il y a Social, culturel. Oui, un peu tout. Il y a beaucoup d'associations, il y a des gens vraiment impliqués qui font des activités vis-à-vis de toutes sortes de publics. Il y a des expositions, il y a du théâtre, il y a du cirque, il y a des fêtes également, des fêtes communautaires, c'est très sympathique. Et il y a surtout c'est une belle ville avec une histoire, avec beaucoup de richesses. Il y a la basilique, bien sûr. La nécropole royale, c'est quand même
un chef-d'œuvre de l'architecture gothique. Puis il y a d'autres bâtiments, il y a plusieurs d'ailleurs qui sont protégés. Il y a un vrai patrimoine à Saint-Denis. Ah ben, merci de ce témoignage parce que c'est vrai qu'on l'entend pas souvent. Et je crois que c'est même une ville qui commence à se gentrifier. Enfin, il y a des gens qui vivaient à Paris même et puis qui ont décidé peut-être pour avoir la possibilité d'avoir une maison de s'établir à Saint-Denis. Certes, mais surtout avec les Jeux Olympiques qui arrivent, qui auront lieu en grande partie à Saint-Denis. Mhm. Et oui, ça attire pas mal les gens parce que pendant longtemps, les prix de l'immobilier restaient encore bas. Donc, ceux qui ont eu le courage de passer au-delà des idées préconçues et de tester eux-mêmes, en général, ce sont des gens qui s'y plaisent tout de suite et qui ont envie de rester. D'accord. Euh, Qu'est-ce qui vous plaît en France et ce qui vous déplaît? C'est compliqué de juger comme ça. Moi, je suis encore les yeux grands ouverts, assez émerveillée de tout ce que je vois autour de moi. Enfin, émerveillée ou plutôt curieuse, on va dire. Il n'y a pas un spécifique de la France. J'absorbe et je regarde et j'absorbe quelque chose qui me dérange. Je dirais les incivilités, mais ça, il y en a partout. Bien sûr. Donc ça, les petites sensibilités du quotidien, je trouve que c'est une preuve d'égoïsme. Voilà. On ne pense pas du tout aux autres, on est enfermé dans sa bulle. Mais derrière, ce que j'aime, c'est la relation avec les autres. Je trouve une certaine facilité en France de relationner avec les gens. Une légèreté, voilà, je dirais. J'ai rencontré énormément de gens très très chouettes et très engagés ah oui, et je trouve que les Français, ils n'ont pas peur, beaucoup peur du regard des autres. S'ils ont quelque chose à dire, ils vont le dire, voilà, que ce soit dans des discussions privées ou en société ou par des manifestations publiques. Voilà, ils ne vont pas se laisser écraser, pour ainsi dire. Ce qui est un petit peu différent en Roumanie, d'après vous? Oui, je pense que c'est d'ailleurs, c'est peut-être la principale différence, d'après moi. Les gens en Roumanie, c'est en train de changer peut-être avec la nouvelle génération, mais ils ont beaucoup le regard de l'autre, un peu comme une épée au-dessus de la tête. Qu'est-ce que l'autre va dire, le voisin. Moi, j'ai été élevée comme ça, ma grand-mère tout le temps, mais qu'est-ce qu'on va penser de toi? Donc voilà, c'était très. On essayait de faire très attention à l'image qu'on donnait plutôt que d'être le cœur sur la table. Voilà, je suis telle personne avec des qualités mais aussi des défauts. Et vous revenez de temps en temps à Bucarest, hein, je crois, une fois par an, c'est ça? C'est ce que Ah vous... oui, au moins, au moins. Au moins, et alors, on sent que vous en avez besoin de ce retour en Roumanie aussi, ben, pour voir vos parents, je suppose. Bien sûr, mais je pense qu'on a toujours besoin de se ressourcer là d'où on vient. Mhm. Bien sûr, il y a mes parents, il y a ma famille, j'ai des amis encore beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Je me sens encore chez moi hein, en Roumanie, donc oui, j'ai besoin de charger mes batteries de roumanitude, voilà, de temps en temps. Et dernière question, Miruna Toma-Popescu, avec votre mari, euh, où vous voyez-vous voilà, dans les 5-10 années à venir, toujours en France, peut-être ailleurs, vous restez ouvert aux opportunités?
On reste ouvert quand même, mais je pense que vu que les enfants maintenant s'approchent de leurs études et que de ce que je vois, ils penchent plutôt pour des études en France. Bon, je pense qu'on va pas trop s'éloigner d'eux. Par contre, peut-être pas dans 5 ans, mais pourquoi pas dans 10, on va peut-être s'éloigner de Paris et de la région parisienne et Pour chercher retourner un peu en de... Normandie? Oui, c'est un vieux rêve aussi. Bien sûr, mon mari, il a lui aussi besoin de ce retour régulier aux sources. Mais moi-même, moi, je suis complètement tombée amoureuse de cette région d'où il vient. C'est très beau, c'est magnifique. Et bah, je pense, pourquoi pas, le jour où cette vie très agitée en région parisienne va nous avoir achevé, Mhm. peut-être qu'on imaginera une vie plus tranquille D'accord. Mais avec les vaches. vous y allez de temps en temps? Vous allez en Normandie? Où exactement? Oui, c'est en Basse-Normandie, c'est pas très loin de la mer, du- dans le département de la Manche. Ça s'appelle Granville, la ville juste à côté. Enfin, c'est plutôt la campagne autour. Mais oui, on va très souvent. Une fois par Par- mois, plus que ça? non, peut-être pas. On se résume aux vacances scolaires, parce que sinon c'est quand même un petit bout de route. Mais oui, les vacances scolaires en général, je pense qu'on les partage pas mal. Nos derniers congés se partagent entre la Roumanie et la France. Soit à Bucarest chez les parents, soit en Normandie chez les autres parents. Donc oui, je pense qu'on est très liés des deux lieux. D'accord. Bien, Miruna Thomas Popescu, je vous remercie infiniment pour votre témoignage. J'avais très envie de vous interroger sur votre expérience professionnelle et personnelle que je trouve très, très intéressante. Chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine, même endroit, même heure, 19h15 sur RFI. Cette émission, vous pouvez la retrouver et la vidéo de cette émission sur le site, sur la page Facebook de RFI et dès la semaine prochaine sur le site rfi.ro. Merci, Weekend Blackout. Au revoir.